Donc en bilan, suite à l'étude de l'activité 1 et des petites vidéos qui parlent des manipulations qu'on aurait dû faire en TP ce vendredi, du coup pour ce chapitre T1 partie A qui s'appelle la transformation chimique, vous pouvez vous appuyer sur votre livre qui est très bien fait. J'ai repris du coup la synthèse du livre pour les notions les plus importantes à voir. Donc, il faut savoir qu'une transformation chimique, c'est le passage d'un état initial à un état final, c'est-à-dire de réactifs et de produits. Et ce qui montre qu'il y a bien transformation chimique, c'est qu'il va y avoir formation de nouvelles espèces, à ne pas confondre par exemple avec une dissolution. Quand on met du sel dans l'eau, ce n'est pas une transformation chimique. On a juste les atomes du cristal du solide qui vont se mélanger à l'eau. On ne va plus le voir visuellement, mais en fait, on a toujours de l'eau et les ions qui composent le cristal de sel. On n'a pas du tout de nouvelles espèces. Donc pour être sûr qu'il y a transformation chimique, il faut vraiment que les réactifs se soient transformés pour former de nouvelles espèces. Et il y a généralement aussi disparition donc des réactifs. Première chose à savoir faire, du coup, c'est d'écrire l'équation qui correspond à cette transformation chimique. Attention, dans la transformation chimique, il peut y avoir des espèces spectatrices qui ne participent pas à la transformation. Et du coup, qu'on ne va pas écrire dans la réaction chimique, il faut donc bien repérer les réactifs qu'on va mettre à gauche de l'équation, là en vert, et les produits, les nouvelles espèces formées qu'on va mettre à droite de l'équation. On va préciser entre parenthèses l'état physique des espèces chimiques, c'est-à-dire s'ils sont solides, liquides, gazeux. Attention, si c'est un liquide pur. Et sinon, la plupart des espèces chimiques en fait sont en solution aqueuse, c'est-à-dire mélangées à l'eau. On met donc AC. Deux règles pour équilibrer donc une équation. Une fois qu'on a écrit les réactifs à gauche, une flèche, les produits à droite. On respecte deux règles. La conservation des éléments chimiques. J'ai autant de magnésium à gauche que de magnésium à droite, même s'ils sont sous une autre forme. On parle d'éléments chimiques. Et puis j'ai autant de H à gauche que de H à droite. Et donc si ce n'est pas le cas, je vais rajouter des nombres à gauche, qu'on appelle les nombres stoichiométriques. Une chose est interdite, c'est de modifier l'espèce qu'on a écrit en verte. On ne peut pas rajouter un petit 2 là, H2+, ça n'existe pas, ce serait vraiment modifier vraiment l'espèce chimique et on n'a pas le droit. On peut rajouter juste des nombres devant. Donc là, on voit que Mg, j'en ai un ici, pas de problème. H, j'en avais un ici, 2 là, donc il faut que je mette un 2 devant pour équilibrer les éléments. Deuxième loi à vérifier, c'est la conservation des charges. Bon, ici, il n'y a pas de charge, il n'est pas chargé, le magnésium. Là, par contre, on a un plus. Avec le 2 devant, ça nous fait 2 plus. Et à droite, lui, il y a 2 plus, et là, il n'y en a pas. Donc j'ai bien 2 plus à gauche, 2 plus à droite, j'ai donc respecté, et mon équation est bien équilibrée. Alors, une fois qu'on vous a donné aussi l'état initial, on doit être capable, alors en chimie, on ne raisonne pas en grammes, on l'a déjà vu, on va raisonner soit en nombre de molécules d'atomes ou d'ions, on avait vu que raisonner dans un échantillon à notre échelle, on avait beaucoup de ces atomes, ces molécules ou ces ions, donc on raisonnait plutôt par paquets, qu'on appelle des moles. Donc, quand on vous donne, tiens, au départ, j'ai tant de moles du magnésium, tant de moles de H+, on se rend compte qu'on n'a pas toujours mis les bonnes proportions pour qu'à la fin, il ne reste ni magnésium ni H+, et que tout ait été utilisé pour fabriquer Mg2+, et H2. Ça, c'est un cas idéal qu'on appelle les proportions stoichiométriques. Alors, pour être dans les proportions stoichiométriques, la relation qu'on a vue en activité, c'est qu'il faut que n de Mg divisé par le nombre stoichiométrique, qui vaut 1 ici, doit être égal à n de H+, divisé par son coefficient stoichiométrique par 2. La relation est notée là. Dans ce cas-là, on a tout bien mis pour qu'à la fin, il ne reste plus ni de l'un ni de l'autre. On dit qu'on est dans les proportions stoichiométriques. Les deux réactifs sont limitants, c'est-à-dire qu'ils arrêtent tous les deux la réaction. Mais si je n'ai pas cette relation et que Mg, là, sur 1, le nombre de moles de Mg sur 1 est plus grand que N de H+ sur 2. Du coup, c'est lui qui est plus assez grand par rapport au magnésium, donc il va être limitant, c'est lui qui va arrêter la transformation chimique. Si par contre c'est l'inverse, c'est N de Mg sur 1 qui est plus petit que de N de H+ sur 2, alors ça va être le magnésium qui va être le réactif limitant. Donc quand on étudie l'état initial d'une équation, une fois qu'on l'a écrite et qu'on a bien respecté la conservation des éléments et des charges, bien on va calculer ces deux rapports, on va les comparer. S'ils sont égaux, c'est qu'on est dans un mélange stoichiométrique. Et si ce n'est pas le cas, on va du coup trouver celui qui est le plus petit, qui va être réactif limitant.
Dernier point donc de cette partie A de ce chapitre, vous avez vu dans les vidéos, pardon, qu'il existait des transformations chimiques qui libéraient de l'énergie qui pouvait donc être utilisée ensuite à l'extérieur. C'est ce qu'on appelle des transformations exothermiques qui libèrent de la chaleur. Il existe aussi des transformations qui ont besoin d'énergie pour pouvoir fonctionner, et dans ce cas-là, elles prélèvent de l'énergie à l'extérieur. Et donc, quand on va les toucher, on va être froid. Hein, si on prend la température, on va avoir une baisse de température. Et donc, on parle de transformation endothermique. Ce n'est pas précisé ici, mais il existe aussi des réactions qui n'échangent pas de chaleur. On appelle ça du coup des transformations athermiques. Mais ce n'est pas au programme. On vous demande de connaître ces deux mots de vocabulaire. Et ben voilà pour ce chapitre. Il ne reste plus qu'à réaliser le plan de travail, s'entraîner sur les exercices pour être sûr que tout est bien compris. Bon courage à vous!